Boker Tov, aujourd'hui nous sommes le vendredi 23 février 2024, 14 Adar 1 5784 et nous avons le plaisir de vous présenter le shiur 307 sur l'étude du Rambam selon donc l'ordre, le rythme d'étude d'un Pérec de Yad HaChazaka par jour et nous sommes actuellement dans les Ilchot Shrita. Au Pérec Tête, au 9e chapitre, nous développons les différents cas de tréphot que nous avons donc déjà commencé à développer au cours des chapitres, au cours des prakim précédents, depuis le Pérec He, très exactement. Et nous sommes actuellement au Pérec Tête, donc nous allons développer maintenant, et donc je rappelle que, bien évidemment, cette étude se fait dans le cadre du Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zatzal, et nous sommes heureux donc de vous présenter cette étude quotidienne du Rambam, qui, je le rappelle, est instaurée par le Rabbi Lubavitch en 1984, au mois de Nissan, à l'occasion du 850e anniversaire de la Ptira du Rambam, donc, ou de la naissance du Rambam plus exactement, oui, pour rassembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Alors, c'est vrai que le Rabbi a beaucoup insisté sur cette étude collective. Yesh leit ached, il faut s'unir à travers cette étude. C'est une mesure de Torah qui est une protection et qui est en même temps pour renforcer l'unité du Klal Israël et le protéger de tous les dangers extérieurs. Donc, évidemment, dans le contexte actuel que nous vivons, c'est d'autant plus essentiel de le respecter, ce shiur de Rambam et cette étude quotidienne pour justement assurer une protection pérenne au Klal Israël partout où il se trouve et particulièrement en Eretz Israël, que le srout du Rambam nous protège tous et nous amène toutes les yeshuot que nous souhaitons. Perek Tet, Perek Teshi, Pesuka. Si un membre est coupé, c'est ça, Pesuka, ça veut dire coupé, par exemple une patte coupée, enfin bref, on a déjà parlé de la patte dans le pérec précédent, mais là on va parler d'organes internes, c'est ce que nous allons développer maintenant dans Keitzad. Comment ça se passe? Chut Hashidra, par exemple la moelle épinière. La moelle épinière, c'est le tout début de la colonne vertébrale, c'est ce qui fait le lien entre la colonne vertébrale et le cerveau. Hein, j'ai en face de moi donc un schéma d'une bête, d'une vache, et nous voyons bien la cervelle, et nous avons le chut hashedra, qui est la moelle épinière, qui fait la jonction avec la colonne vertébrale, où les vertèbres commencent, après à la continuité de cette moelle épinière, bien évidemment. Alors, chez Nifsa Kaor, Achofé, et Amoach Trefa, donc la moelle épinière, si la peau qui recouvre le cerveau, la peau qui recouvre le cerveau ou qui recouvre le liquide du cerveau en quelque sorte, eh bien c'est coupé. Tréfa, l'animal est tréfa. D'accord? Ou bilvat, il passait grave et faux. Bien sûr, on parle que le pourtour, parce qu'évidemment, comme on dit, c'est pas le cerveau lui-même. C'est donc le cerveau qui communique avec la moelle épinière. C'est-à-dire que nous savons très bien que le cerveau, c'est une matière visqueuse, une matière pas liquide, mais je dirais, voilà, une moelle, effectivement. Le cerveau, c'est un peu une moelle. Donc la moelle épinière, c'est la continuité du cerveau. C'est ce qui alimente le cerveau. Et bien, si la peau qui entoure la moelle épinière, elle s'arrache, elle est coupée, elle est même tranchée, en fait, dans sa majorité. Elle est tranchée dans sa majorité, et bien, l'animal est tréfa. Voilà. Avalim nifsak haor leorko onikav. Mais si maintenant, cette coupure se fait dans la longueur de la moelle épinière, du chut hashidra, parce que en hébreu, ça nous parle beaucoup plus. Hein. Moelle épinière, c'est le liquide qui est à l'intérieur de ce cordon, de ce fil épais, parce que comme on le voit sur le schéma
sur le dessin, n'est-ce pas, d'anatomie, il est quand même assez épais, il contient de la moelle à l'intérieur, mais il est recouvert d'une peau, comme on vient de le dire. Eh bien, justement, si la peau est uniquement fendillée dans sa longueur, et pas dans sa largeur, on a dit, majorité de sa largeur qui est fendue, l'animal est très fin. S'il est fendu dans sa longueur, c'est pas très fin. On y cave mouteret. Ou bien s'il est seulement perforé, percé, cette peau-là externe de la moelle épinière qui serait percée, l'animal n'est pas sourd, il est moutard. Ok. D'accord. La bête est permise, donc si la peau est fendue dans sa longueur ou perforée. D'accord, c'est clair. Ensuite, vechen, de même. Im nishbera hashidra. Si la colonne vertébrale s'est brisée, d'accord. Vélo, alors, vélo, un instant, vélo nifsak achuchela. C'est-à-dire que la colonne vertébrale, elle est brisée, un peu plus bas, mais par contre, le fil, c'est-à-dire, c'est quoi le fil? Le fil qui la compose, c'est-à-dire, c'est quoi ce fil? Ben, c'est, comme on a dit, je dirais le cordon épais qui contient la moelle épinière, n'est-ce pas? Qui est bien la composante essentielle du cerveau, parce que cette moelle épinière, c'est la même matière que le cerveau, en fait, c'est elle qui alimente le cerveau, c'est la même matière. Donc si maintenant la colonne vertébrale, elle est brisée un peu plus bas au niveau de l'os, mais qu'au niveau de la moelle épinière, c'est intact, d'accord? L'onifsa karut shela, c'est-à-dire la moelle épinière elle-même n'est pas impactée, n'est pas coupée, d'accord? Ou bien ochenitmer amoar, ou bien que je dirais, la moelle s'est ramollie, nitmaer, elle a été un peu écrasée comme ça, chez Betor Harout, à l'intérieur de ce conduit, littéralement de ce fil conducteur, voilà. Ho'il ve'oro kayam, c'est un genre de tuyau, hein. Venit nadned, et donc elle s'est quelque peu, donc, dans l'épine reliée au cerveau, et c'est quelque peu déplacée, c'est-à-dire la moelle à l'intérieur de l'épine, de ce fil, c'est un petit peu déplacé, n'est-ce pas? Mais n'a pas fondu. Ho'i ve'oro kayam, elle n'a pas fondu, parce que si ça a fondu, alors ça devient du liquide, et là c'est pas bon. Il faut que ça reste de la moelle. Et bien, étant donné que la peau externe n'est pas impactée, elle est toujours existante et dans son bon état, arezom ou teret. Alors, c'est permis. C'est permis. Ok, la bête est permise. Bien. Alachabet maintenant. Humra hamoach, si la moelle s'est liquéfiée, venishpar kamaim, et se déverse maintenant comme de l'eau, o kadonag, ou bien comme de la cire fondue, chez Names qui a fondu, à tel point que la situation de la moelle épinière, c'est-à-dire de ce fil contenant la moelle, eh bien, si on le saisit et qu'on le dresse, on le met debout, le fil contenant cette moelle, il ne peut tenir comme cela et se replie sur lui-même et n'a plus de consistance interne. Alors c'est taref. Keshema amido enomed. Quand on le fait tenir debout, il se replie, il se tient pas. Arezo trefa. Alors c'est taref. Maintenant, veimen no yachol lamod. Et s'il ne peut pas tenir debout, du fait de son poids, c'est autre chose. C'est parce qu'il est assez lourd, il est assez volumineux, on va dire. Mipnekovdo, à cause de son poids. Alors, arezé ça fait que c'est un doute. Bah, évidemment que dans un doute que de trefut midoraita, on va quand même interdire, hein, c'est clair. Donc voilà, pour la halakha gimel, nous allons devoir, pour la comprendre, nous allons devoir nous référer au Perek Vav, que nous avons étudié il y a 3 jours en fait. Donc pour situer un petit peu le Chut HaShidra, il dit Adechan Chut HaShidra, jusqu'où se poursuit, quelle est la limite supérieure du Chut HaShidra de la moelle épinière? Parce que la limite inférieure, évidemment, c'est la colonne vertébrale, ça on l'a bien compris. Mais quelle est la limite supérieure du Chut HaShidra, de la moelle épinière? Alors il dit Trilatomi bachutz lapolin.
le début de la moelle épinière, nous définit le Rambam, c'est à l'extérieur de ce qu'on appelle polline. Polline. Alors, polline, ça vient du mot pôle. Pôle, ça veut dire quoi? C'est une fève. Et en fait, c'est ce qu'on appelle il y a deux fèves, comme le Rambam l'explique bien dans la note, dans la halacha, pardon. Dans la halacha Gimel du Perek Vav, le Rambam nous explique que, en fait, il y a deux fèves qui relient, qu'on appelle polline, qui relient, en fait, c'est l'intermédiaire entre le cerveau et la moelle épinière, c'est-à-dire c'est en bas du cerveau, c'est juste en dessous du cervelet. Il y a le cerveau, il y a la boîte crânienne qui est plus large, c'est comme une kédéra. La boîte crânienne est plus large que le cerveau. Akadosh Baruch Hu, il a tout prévu. Pourquoi? Parce que en cas où il y a par exemple un guidoul, une tumeur cervicale, ce qui fait terriblement mal, c'est parce que la tumeur, eh bien, elle vient se, comment on appelle ça? Elle est coincée, elle se frotte à la boîte crânienne. Et c'est ça qui fait des douleurs terribles. Mais Akadosh Baruch Hu a tout prévu. C'est-à-dire que le cerveau est à l'aise dans la boîte crânienne, qui est comme une casserole. D'accord? Juste en dessous le crâne, vous avez le cervelet. Pardon, le cerveau, vous avez le cervelet. Et juste en dessous de ce cervelet, il y a deux fèves. J'appelle ça des fèves parce que Paul, c'est une fève. En fait, il s'agit de quoi? C'est juste en dessous du tronc cérébral qu'on appelle le cervelet. On appelle ça les deux bulbes rachidiennes. Les deux bulbes rachidiennes. C'est comme ça que ça s'appelle polline en français. C'est les deux bulbes rachidiennes. C'est en réalité, il s'agit de l'intermédiaire entre le cerveau et la moelle épinière. C'est-à-dire intermédiaire supérieur, bien évidemment, de la moelle épinière. Et évidemment, on le comprend très très bien. Cet endroit-là est un endroit hypersensible. Polline, c'est un endroit très 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 important, un endroit stratégique, un endroit extrêmement sensible, d'accord? Chez Betrilat Oref, Atzov Parasha Shnia, chez Loïcha Raya la Parasha Shlishit Asmucha Letrilat Alia. Bon, alors d'après ce que j'ai recherché un petit peu au niveau anatomique, ces deux bulbes rachidiennes qui correspondent aux deux pollines, c'est comme ce qui suspend, qui permet de relier justement la moelle épinière au cervelet, au cerveau, quoi. C'est en réalité le centre de la respiration, le réflexe de la respiration, le réflexe respiratoire. On s'imagine un peu l'importance de tout ça. La pression sanguine provient de ces bulbes rachidiennes et également le rythme cardiaque. Et tous les réflexes de manière générale des nerfs proviennent de ces bulbes rachidiennes. Donc on comprend que c'est une partie extrêmement sensible, extrêmement importante, qui est située juste en dessous du cervelet, donc partie éminemment sensible et éminemment importante. Et donc, parce que donc halachiquement parlant, donc il y a une terminologie hébraïque halachique qui est justement, qui va gérer je dirais, l'espace cervical. On a le cerveau lui-même avec le cervelet. On a justement ces bulbes rachidiennes qui forment l'intermédiaire, c'est-à-dire le début de la moelle épinière. On a la moelle épinière elle-même qui se prolonge et qui va justement déboucher sur la troisième partie. Il y a trois parties. Il y a le cerveau lui-même, d'accord, qui se délimite par le cervelet et les bulbes rachidiennes. Nous avons la moelle épinière qui est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale qui va jusqu'à la queue. C'est ça. Et c'est ce que définit le Rambam dans la Halakha Gimel, cette terminologie spécifiquement hébraïque et halachique de cette je dirais partie qui se prolonge tout le long de la bête, n'est-ce pas? C'est la structure osseuse, la structure des vertèbres qui tient justement l'ossature, le squelette de l'animal, n'est-ce pas? Et qui aboutit jusqu'au cerveau. Voilà. Donc comme j'ai bien expliqué, Atzov Parasha Shnia, on a dit c'est la moelle épinière. Chez Loïcher Achara la Parasha Shlishit, de sorte qu'il ne restera que la troisième partie, qui est la plus grande évidemment, qui est la colonne vertébrale, qui prend la suite de la moelle épinière et qui se prolonge jusqu'à la queue, n'est-ce pas?
et la paracha shlilit asmura la trilat alia, qui va justement se prolonger jusqu'au début de la queue, tel qu'on le voit sur le squelette animal qui est face à moi. Je ne sais pas si vous en avez un, vous devriez vous munir d'un squelette animal, on trouve ça sur Google, puis vous trouvez ça dans des livres d'anatomie. Il est important d'avoir un plan devant vous quand je fais des descriptions, parce que moi je m'inspire sur ce que je vois, et j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que je dis, sinon ça va être compliqué. J'espère être assez clair. Voilà. Donc à la suite de ça, nous avons là la Hadalet, Veshalosh Parashiot Hen. Il y a effectivement 3 parties. Ve'eluen, Shlosha Atsamot Vukim Zebazé, les Mata Michuliot Shel Shidra. C'est-à-dire qu'il y a 3 os qui sont collés l'un à l'autre en bas de des vertèbres, n'est-ce pas? En bas des vertèbres de la colonne vertébrale. Ok, donc je poursuis. Ok, alors maintenant, donc Dvukim c'est basé, les Mata Mechuliot Shel Shidra, c'est-à-dire c'est 3 os qui sont collés l'un à l'autre en bas, c'est-à-dire dans le prolongement postérieur de toutes les vertèbres. Voilà, lorsque les vertèbres s'arrêtent, il y a ces 3 os qui sont consécutifs, qui sont collés l'un à l'autre. Dvukim c'est basé. Ok, en bas des vertèbres. Vechut Shidra Baof. Maintenant, qu'en est-il de la volaille? La colonne vertébrale d'une volaille, comment se projette-t-elle? Eh bien, pour la volaille, on voit très bien, vous prenez un dessin d'une volaille, vous avez la tête, vous avez Pauline, vous avez les 2 bulbes rachidiennes qui existent tout autant que chez l'animal, et vous avez ensuite c'est-à-dire le cou, enfin bref, le cou de l'animal avec ses anneaux qui sont collés l'un à l'autre. Ensuite, après le cou, vous avez la colonne vertébrale qui se profile dans le corps de l'animal. Et ensuite, à la fin, Vechut Shidra Baof Adben Agapaim. C'est-à-dire que le Chut Shidra, c'est-à-dire la moelle épinière qui traverse les vertèbres, certainement, hein, eh bien, se prolonge jusqu'à ce qu'on appelle Agapaim. Moi, je pense qu'il s'agit des flancs. Prendre à revers, prendre en flanc, c'est les Agef. Donc, Agapaim, c'est bien les flancs. C'est-à-dire certainement l'os de la queue, quoi. C'est ce qu'on appelle Agapaim, le flanc de l'oiseau, le flanc de la volaille. Voilà. Ok. Donc Adben Agapaim, c'est ça l'idée. Mais ici, Agapaim, je pense que c'est plutôt l'endroit où les ailes sortent de la bête. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu l'arrière, c'est le flanc, parce que les ailes prennent corps, se greffent au corps, donc de manière latérale, donc plutôt vers l'arrière de la bête, plutôt vers le flanc de la bête. Et le mot agapaim, nous en connaissons le sens commun, comme j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Eh bien, il s'agit des ailes qui sont reliées au corps. Et ben, justement, la colonne vertébrale se prolonge jusque là, et après, c'est plus ou moins la queue, le flanc de l'animal, n'est-ce pas? Eh ben, c'est-à-dire que jusqu'à après les ailes, s'il y a une rupture dans le cordon qui contient donc la moelle épinière, aval les matam im komotelu, plus bas que cela, en mashgirin ala chut animshach lesham, ben shinim sakoro, ben shinim nimrach amoar. C'est-à-dire que dans le cordon, le conduit de la moelle épinière qui va au-delà de l'endroit où prennent corps les ailes de la volaille, eh bien c'est tellement en arrière, cela appartient à la zone du flanc, de telle sorte à ce que précisément si le fil continu contenant de la moelle épinière s'est sectionné, et à tel point que la peau qui recouvre la moelle
a été coupé, a été tranché, même si c'est majoritairement, ou bien chez Nimrach Hamoar, c'est-à-dire que la moelle a été un petit peu, je dirais, écrasée, liquéfiée d'une certaine manière. Normalement, dans le reste de la bête, cela pose un problème de cache-route, mais là, étant donné qu'on est vraiment dans le flanc, ça pose plus de problème. Hey, Keroua Ketzad, ça veut dire quoi? Déchirer. Déchirer, c'est un des 8 qu'on a vus. Donc, Keroua, ça veut dire déchirer. Ça veut dire déchirer par un animal ou bien accidentellement. D'accord? Ketzad, c'est quoi l'exemple, l'illustration de cela? Ça fait partie donc des 8 points de trait-foot dont on a parlé. Je crois que c'est le 6e, si je ne m'abuse. Il me semble bien que c'est le 6e parmi les 8, puisqu'on en a déjà développé un certain nombre déjà. Oui, c'est exact. C'est tout à fait le 6e. Alors, je reprends donc à Bassar Achofé et Rov Akares, la chair qui recouvre la majorité de la panse, Vua Makom Mina Beten, Shimika Rea Yetse Hakare. C'est l'endroit du ventre que si cet endroit se déchirait, alors la panse carrément sortirait. D'ailleurs, si vous prenez un plan, on voit donc cet endroit, cet espace, c'est carrément en bas du ventre. C'est le bas du ventre. Hein. Bassar Achofet Rovakares, c'est la chair qui recouvre la panse dans sa totalité. Voilà. Et qui si cette chair serait déchirée, eh bien, la panse tomberait, quoi. Elle s'enfuirait. Rabbi chez Loïgia, Hakera la Keres, Hachenir et, bien que la déchirure n'a pas atteint la panse, parce que la déchirure, elle est extérieure, c'est-à-dire que il y a une déchirure dans cette peau externe qui retient la panse. La panse est une grande poche. C'est la grande poche interne des organes de la comment on appelle ça, de la digestion en fait, de l'animal. Et donc cette panse est retenue par cette peau, cette chair intérieure qui justement est une protection, est une paroi qui protège cette panse et qui l'empêche de sortir. D'accord? Et la kivan shenikra rov ovi abasar azé, dès lors que l'épaisseur de cette chair s'est déchirée, onital, ou bien qu'elle a été enlevée, elle a été retirée par quelque chose, tréfa. L'animal est tréfa parce que pourquoi? Parce que la panse, elle va sortir. La panse va apparaître à l'extérieur. Et donc ça, évidemment que c'est un cas de tréfoot. C'est un cas qui met en danger le pronostic de vie de l'animal. Bon, alors le Rambam, on continue. Veka mashiura kera. Et c'est quoi la mesure de la déchirure? Beorko orer tefar. Si c'est en long, c'est au moins un tefar. Tefar, c'est entre 8 et 10 cm. Veimaita be'emaktana. Venikra rov orer habasar achofe et akeres. Et s'il s'agit d'une bête qui est relativement petite, Venikra rov orer habasar achofe et akeres, et la majorité de la chair qui recouvre la panse a été arrachée, n'est-ce pas, dans son épaisseur. Hein. À ce moment-là, on ne parle plus de longueur. Longueur, c'est un téphar. Une fente d'un téphar, ça rend tréphar. Là, c'est carrément l'épaisseur de la chair qui empêche la panse de sortir. Afalpichen de orechakera téphar. Bien qu'il n'y a pas dans cette fente, c'est un trou. C'est un trou, mais on voit bien que la chair qui retient la panse, elle a été retirée, de sorte à ce que la panse est visible déjà. Et pourtant, le trou ne fait pas 8 cm de large, mais la majorité de la chair qui empêche la panse de sortir a été retirée, a été grattée, donc on aperçoit la panse. Et même si le trou ne fait pas un téphar, c'est tréfa. Oil vinikra rouba, parce que l'épaisseur dans sa majorité a été retirée, et donc c'est tréfa. La suite, Alacha Vav Nikdar. Nikdar, ça veut dire s'il a été coupé. Nikdar Abassarazé. On parle toujours de la chair qui recouvre la panse, qui empêche la panse de tomber en fait.
c'est la viande du ventre, je veux dire la chair qui retient justement, qui est juste au-dessus de la peau du ventre et qui retient la panse en quelque sorte. Eh bien, on parle toujours de cette chair. Si il a été coupé une lucarne comme une petite fenêtre, azébéigoul, soit en rond, en arrondi, ou bien horaire, ou bien de façon allongée, un trou, quoi, une cavité allongée ou arrondie. Imaya yeter mikasela, si ce trou, elle était supérieure en volume à une pièce d'un sela, vehu, c'est-à-dire kedeshi kanesbo shalosh gar ine tmara, qu'on peut y introduire 3 noyaux de date, zo betzad zo, disposés côte à côte, l'un à côté de l'autre, bedochak, et bien serrés, les unes aux autres, eh bien, un réseau tréfa. La bête est tréfa. Pourquoi? Pourtant, ça fait pas un téphar. On a défini tout à l'heure qu'il faut un trou d'un téphar. Un téphar, c'est 8 cm, c'est une palme. Eh bien, on explique ici. Chez Imimatear qui est rasé. Car si cette ouverture était tendue, alors elle prendrait la mesure, il y a un mode al téphar, elle prendrait facilement la mesure d'un téphar, c'est-à-dire d'une palme, c'est-à-dire d'un trou, d'une fente entre 8 et 10 cm. Et à ce moment-là, ce serait clairement assourd, et donc ça l'est maintenant aussi. Voilà, maintenant la suite, à la chazaïn, Behemash nifshat haor she'alea, une bête qui a été dépouillée de la peau qui est sur elle, coulo, entièrement, donc dépouillée sans enlever la peau, comme je viens de le dire, ben shnikra beyad, soit qu'effectivement il a été dépouillé, c'est-à-dire qu'on a arraché sa peau avec la main d'un homme, au becholi, ou bien ça vient d'une maladie, c'est une maladie où la peau se décolle, quoi. Venimta basar blo or, et donc on voit apparaître de la chair sans peau, dépouillée, arezo trefa. C'est un cas de tréfout. Ok, alors vezoi nikret, chez nikret glouda. C'est ça que les chachamim ont appelé glouda. Ça veut dire dépouiller, voilà. C'est le lachon des chachamim dans la Mishnah, donc c'est équivalent, c'est un synonyme. Veim nishar minaor rochav sela al pene kol hashidra verochav sela al atabour verochav sela al raché evarea arezo muteret. Donc nous allons expliquer tout cela. S'il reste de la peau, comme la largeur d'un sela au-dessus de la colonne vertébrale, c'est-à-dire sur le dos de la bête, sur le dos de la vache. Et donc, on a dit tout à l'heure qu'un sela, c'est un peu moins que 8 cm. Ou bien la largeur d'un sela au ventre, le ventre, c'est-à-dire au nombril, le tabour, c'est le nombril. Le nombril, c'est le ventre de l'animal, c'est le bas-ventre. En fait, c'est le dessous de la bête, partie inférieure de la bête. Et un morceau de peau sur les membres, ce qu'on appelle les rachés évarim, c'est-à-dire les 24 extrémités des membres, comme c'est défini dans nos chachamim qui nous expliquent c'est quoi les 24 extrémités de membres. Je décris. C'est yadaim, les pattes avant, les varaglaim, les pattes arrière, les oreilles, shteoznaim, achotem, le museau, veraché agvia, le membre, l'organe pour les mâles. Donc voilà les membres. Donc si il reste un petit peu de peau sur toutes ces parties-là, l'animal est permis. Vemital rochav sela, que rochav sela, mais al kol pene ashidra, omea la tabour, omea al raché varim, ush arkol haor kayam, arezo safek. Et donc s'il a été retiré, donc comme la largeur d'un sela, c'est-à-dire sur toute la shidra, c'est-à-dire la colonne vertébrale, on met à la tabour, ou bien sur le nombril, c'est-à-dire le ventre de la bête, on met à le raché evarea, donc à la tête de ses membres, on a dit les pattes avant, les pattes arrière, on a parlé des oreilles, on a parlé du museau, on a parlé de la roche akvia, c'est-à-dire le membre sexuel de l'animal.
Ok, Ushar Kolaor Kayam. Il a été enlevé seulement un Rochav Sela dans ces endroits-là qui ont été cités, alors que toute la peau autrement est là, elle est bien présente, mais il y a cette quantité de peau qui a été retirée dans ces différents mondes que nous avons énumérés. Arezo Safek, c'est un cas de 12 Veillera et Lishimatiri Mota. Nous dit le Rambam, il me semble qu'il faille la permettre, l'autoriser dans ces conditions-là. À la chachet, nefula, c'est-à-dire l'animal tombé du haut dans un trou et qui s'est fracturé. Keitzad, comment ça marche? Areshenafla bema mimakom gavoa. Voici que l'animal est tombé d'un endroit élevé, chez Govoa Sarat Fahim, dont la hauteur est à Sarat Fahim. Dit Fahim, c'est à peu près 80 cm. Entre 80 cm et 1 mètre, suivant les différentes tailles du téphar, de la palme. 10 palmes, ça peut vouloir dire 80 cm ou 1 mètre. Au Yeter, ou bien plus, évidemment, c'est le minimum, 80 cm ou 1 mètre. On considère qu'à partir de cette hauteur-là, la bête peut être fortement endommagée, elle peut même mourir, elle peut même s'étouffer parce que avec son poids, lorsqu'elle tombe dans un trou, elle tombe la tête la première, les pattes se coincent, la tête se coince à l'intérieur du trou, elle étouffe et elle respire de la terre qui rentre à l'intérieur de son corps et dans ses naseaux et etc. Donc elle étouffe quoi. C'est ce que la Gemara définit quand on parle du nezek de bord, par exemple. Un bord de la Sarat Fahim peut tuer Yeshbol Kedele Amit. En tout cas, s'il n'a pas tué la bête, mais en tout cas, il l'a fortement endommagée, si elle est encore vivante. Donc, si c'est un trou qui a plus que 80 cm, ou à peu près 1 mètre, en tout cas minimum, Oyeter, ou bien plus que ça, Venitrasek Ever Mevarea. Et ainsi, un de ses membres ou un de ses organes a été broyé, d'accord, à réseau tréfa, elle est tréfa, vekeitsado arisouk, ça veut dire quoi? Un membre broyé, chez Itrotset Saever, à tel point que ce membre-là a été broyé, a été fortement écrasé, veichle, mechamat anfila, et que l'animal, il tombe malade, c'est-à-dire qu'il a une fièvre, à cause de cette chute, à tel point que sa forme, sa tsura, va se détériorer, vetoharo et également son aspect extérieur, c'est-à-dire qu'il est plus du tout le même animal, c'est-à-dire c'est une blessure, c'est un handicap qui se crée à partir de là, et l'animal n'est plus du tout valide comme avant, il peut plus se déplacer normalement. Il a perdu son aspect extérieur. Afalpi sheloni cave, bien qu'il n'y a pas de trou, de cavité, de perforation, velonisda, qui n'a pas de fente, de fissure, n'est-ce pas? Velonishbar, il n'y a pas de fracture d'os, n'est-ce pas, osseuse, arezo tréfa. L'animal est tréfa malgré tout. Il y a une telle déformation interne, un tel désagencement du métabolisme intérieur qu'elle est tréfa. Verenimika, la chute est tellement forte que ça a donc fortement endommagé l'animal de l'intérieur et peut-être de l'extérieur. Verenimika ota. De même si un homme a frappé la bête, Ba'even, soit avec une pierre, Obamate, ou bien avec un bâton, Veritzetz ever mevarea, et il a broyé un de ses membres, tréfa, l'animal est tréfa. Beiz evarim amrou, de quel membre parle-t-on là, de frapper des membres à tel point qu'ils soient broyés? On parle d'organes, Ba'evarim shebachal alagouf. On parle d'organes qui sont à l'intérieur du corps de l'animal, n'est-ce pas? Voilà. L'espace intérieur du corps. Behema shenafla, alachatet, behema shenafla minagag. Une bête qui est tombée du toit. Imalcha, en chosheshinla. Si elle a pu, après, s'en aller, c'est-à-dire, un chevreau, il peut des fois sauter du toit, si les toits étaient pas si hauts que ça, à l'époque, si on voit que le chevreau peut gambader après et marcher tout à fait naturellement, eh bien, elle n'a pas besoin d'être examinée, parce que le meilleur examen, c'est la démarche de l'animal. Si elle est tout à fait normale,
eh bien, ça veut bien dire qu'elle ne sait pas si fait si mal que cela. Ve'imam davelo alcha. Et si par contre, elle est immobilisée, elle ne peut plus avancer, Rosheshin là, on craint qu'il y a quelque chose de grave qui lui est arrivé. C'est-à-dire qu'elle est invalidée. Elle est devenue invalide. Kaftsa machamatatzma, si l'animal a sauté d'elle-même, spontanément comme ça, d'accord? En Rosheshin là, on ne craint pas. Parce que c'est ce qu'elle fait. Elle connaît ses capacités. Elle sait très bien si elle peut sauter cette distance ou cette hauteur. Inicha le mala, umtsa le mata, s'il l'a posée en haut d'un toit et qu'il l'a retrouvée en bas, n'est-ce pas, sur la terre, en Rosheshin là, chez Manafla, on ne craint pas qu'elle soit tombée. D'accord? C'est possible qu'elle a décidé de sauter, tout simplement. Donc, certainement, elle s'est laissée tomber volontairement de l'endroit où elle a été déposée. Et donc, elle connaissait ses capacités. C'est pourquoi elle est kshera. C'est pas une chute, c'est donc un saut. Yud maintenant. Des taureaux qui ont l'habitude de s'encorner les uns les autres, ils s'amusent à cela. En Rosheshin la on ne craint pas parce que c'est un jeu. Naflou la aretz. Si y en a qui sont tombés à terre, c'est-à-dire il a été mis à terre par un encornement d'un autre et on le voit qu'il est à terre, il est allongé. Là oui, Rosheshin là on commence à craindre. Là c'est plus un jeu, ça doit être une vraie bagarre. Si une bête traîne la patte quelque peu, donc elle traîne la patte sur le sol, elle projette des cailloux ou bien elle shoot dans des ustensiles métalliques. On voit qu'elle traîne la patte. En fait, on n'a pas à craindre que peut-être qu'elle a été broyée, elle s'est broyée la patte et que tout simplement elle n'arrive plus à la tenir correctement. C'est pour ça que sa patte elle traîne et qu'elle frotte sur des cailloux ou des objets ou des ustensiles. Au schéma nifsak achut shel shidra, ou bien ne craint pas que la colonne vertébrale se soit brisée pour si peu, jusqu'à ce qu'on en ait une certitude. Alors, Yudalef maintenant. Ganavim shegonvim atlaim, les voleurs qui ont l'habitude de voler les agneaux, ou mashlichinota le achoré hadir, et ils les jettent de l'autre côté de l'enclos, parce qu'en fait, quand ils les volent, ils rentrent dans l'enclos, ils attrapent l'agneau et ils le jettent de l'autre côté de l'enclos, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il tombe sur ses quatre pattes, sur ses quatre fers, et parce qu'ils font rapidement. Enroshim lahem mishum risu kevari mipne shen mashlerim otam la bekavana shelo ishtabru. C'est clair que cette chute-là n'est pas violente au point de briser et de casser et de broyer des membres. Pourquoi? Parce que ils font attention de jeter, c'est-à-dire de projeter justement volontairement et avec minutie, avec soin, ces animaux de telle sorte à ce qu'ils ne se fassent pas de fracture. Veimir zirum vishlichum la dire. Et s'ils les ont remis dans l'enclos, mahamat ira, parce qu'ils avaient peur d'être attrapés par le propriétaire, ils l'ont attrapé un premier temps. Et ils ont vu qu'un propriétaire qui arrive armé, il lâche l'agneau comme ça dans l'enclos, puis se sauve à toute vitesse. Là, Rosheshim lahem. On craint, parce que peut-être que, vu qu'ils ont été brutalisés par la venue inopinée du propriétaire, ils ont relâché l'animal avec violence, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mahamat teshuva et Rosheshim lahem. Maintenant, s'ils ont remis l'animal à sa place parce que par remords, par sentiment de repentance, par rapport au geste qui, dans un premier temps, ils avaient projeté de faire, c'est-à-dire de voler, et là maintenant ils ont changé d'avis. Parce que il est bien évident que quelqu'un qui veut restituer l'agneau, il veut le restituer en bon état, et donc tout à fait entier. Il est bien évident qu'il ne va pas le jeter violemment et en risquant que l'animal se brise les os.
c'est clair et net qu'il va le jeter avec soin, avec minutie, de telle sorte que l'animal va rien se casser du tout. Ok, alors maintenant, Yudbet, Shor Shir Bitsu Lishrita. On avait expliqué dans les premiers chapitres de Ilchot Shrita qu'on a l'habitude de coucher un animal sur lui-même, sur ses pattes, arrière et avant d'ailleurs, pour lui faire la shrita, pour lever le cou et faire passer le couteau effilé sous le cou. De nos jours, on a expliqué qu'il y a des machines qui permettent de retourner la bête de telle sorte à ce que le cou soit vraiment à l'envers. Et là, on tient le couteau à l'endroit et le passage est plus facile pour lui faire la shrita, n'est-ce pas? À l'époque, ils asseyaient, ils couchaient l'animal et ils levaient le cou comme ça. Afalpi shenafal nefila gdola sheyesh la kol bet shemapilimoto. C'est vrai qu'on va en quelque sorte forcer l'animal. On va le pousser pour qu'il se couche sur tout son corps. Et lorsqu'on le couche, effectivement, il y a un grand bruit, il y a un brouhaha qui s'entend dans la terre, parce que c'est quand même une masse, hein, c'est une vache, c'est entre 500 kilos et une tonne. En rosheshin, on ne craint pas que pour autant il se soit broyé la colonne, les vertèbres, etc. Mipne shenoetz betzi pornav ou mitrazet atchemagi alares, parce qu'il a un instinct, il a un réflexe de retenir son poids avec ses pattes, avec ses ongles. Ces ongles ont la force justement de retenir la masse, de retenir le poids de la bête en tombant et quelque part ralentissent la chute de telle sorte à ce qu'elle ne se fasse pas si violente en atteignant la terre. Yud Gimel, Ika Behema al Rosha ve'al Chala Maka Klape Znava. Et maintenant, si l'animal a été frappé sur sa tête, et donc on voit que le coup, c'est comme une décharge électrique. Il se fait ressentir jusqu'à la queue parce que en frappant sur la tête, on voit que la queue, elle bouge, l'animal qui produit un bruit de douleur. Et en fait, voilà quoi, on voit que c'est la suite de la douleur. Ou bien le contraire, il y a un coup violent qui est porté au niveau de la queue et il y a un ressenti au niveau de la tête qui va bouger. C'est comme si c'était une décharge électrique qui allait dans le sens inverse, qui partait de la queue et qui arrivait jusqu'à la tête. Ça veut dire que c'est en quelque sorte une décharge qui va prendre toute la colonne vertébrale et tout le système. En passant par la moelle épinière et puis comme on avait dit, le lobe cervical, les bulbes rachidiennes, etc., jusqu'à ce que ça arrive à la tête. Et donc et la tête va bouger parce que c'est le ressenti, c'est les nerfs sensitifs qui se manifestent au niveau du cerveau, au niveau cervical. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Va filouikaota bemate alcool ashidra. Et même s'il l'a frappé avec un bâton, comme ça se passe souvent, parce que les bergers, ils veulent faire avancer les bêtes, et ils les frappent sur le dos, quoi, sur la colonne vertébrale. En roshina, on ne craint pas. Même si on voit qu'il y a une réaction à une autre partie de la colonne vertébrale. Et si effectivement le bâton est composé de plusieurs parties, c'est-à-dire c'est un bâton qui est plusieurs parties comme ça, comme un nunchaku comme ça. Vous savez, un bâton qui est peut-être cassé, mais il est en plusieurs parties. Ça veut dire que quand on frappe, c'est comme un fouet. Ça veut dire que la partie dure, lorsqu'elle va frapper sur le corps de l'animal, il y a il y a l'élan qu'a donné le coup, qui va être beaucoup plus fort que si c'était un bâton en continu en fait. Et là, le coup est très très fort. C'est ça le problème. Un bâton composé de différentes parties. Voilà. Rosh Hashanah, là, on craint. Parce que le coup est beaucoup plus fort. C'est un coup de Retzach. C'est un coup extrêmement violent. Et donc, oui, parce que le bâton est composite. Veimigia rosh amate le miktsat hashidra rosh hashanah. De même, si l'extrémité du bâton, un bâton continu maintenant, il est arrivé à l'extrémité de la colonne vertébrale, alors rosh hashanah, là, on craint. On craint parce que c'est un endroit très sensible. Extrémité de la colonne vertébrale, je veux dire tout en haut, quoi, tout en haut du cou, quoi. À l'endroit où la colonne vertébrale
rejoint la moelle épinière. Là, c'est un endroit très sensible. Et là, on craint parce que effectivement, c'est des membres extrêmement fragiles et ça va impacter sur les zones nerveuses, les zones essentielles, respiratoires, etc., qui sont en relation directe avec le cerveau, etc. De même, si on a frappé la largeur de la shidra, de la colonne vertébrale, de même, ben oui, la colonne vertébrale, c'est extrêmement sensible. On ne frappe pas à ce niveau-là. C'est le niveau du cou, le haut du cou, c'est la colonne, c'est le route à shidra, c'est-à-dire la largeur de la colonne vertébrale, et c'est un endroit dangereux et fragile. Voilà. Alachayut dalet. Of shenerbat al davar caché. Un of, une volaille qui a trébuché sur quelque chose de dur, kegon keri shel chitim, comme par exemple un tas de grains de blé, ouais, okupa shel shkedim, ou bien une caisse de shkedim d'amandes, ou kayotsebaen, ou bien tout ce qui ressemble, rosheshin et risou kevarim. Alors à ce moment-là, on va craindre à des membres qui sont brisés. Veim nerbat al davarach, et si il a trébuché sur quelque chose de tendre, de souple, kegan ksut kefula, comme par exemple un vêtement plié en deux, n'est-ce pas? Vea teven, et de la paille, vea efer, et de la cendre, ou kayotsebaen, et tout ce qui s'ensuit. En chosheshin lo, on ne craint pas. Halacha tetvav. Nidbeku knafav bedevek mishat seida venerbat. Si l'animal on a collé ses ailes se sont collées à partir du moment où il a été chassé, peut-être qu'il y avait de la colle dans le piège dans lequel il est tombé, et donc cette colle-là a collé ses ailes l'une à l'autre, et ça faisait partie du piège justement. Et donc cet animal-là, il a trébuché à cause de la colle qui a collé ses ailes, parce que du coup il est déséquilibré quand il tombe, quand il chute, il peut se faire très mal. Au moment où il est chassé, nitrabet, il va trébucher et il va se casser les ailes. Imbiknaf achat nechazi, on l'a attrapé d'une seule aile. Enroshinlo, c'est pas grave. On craint pas qu'il y a eu quelque chose de grave qui se soit passé. Pourquoi? Parce que il peut volter avec la deuxième aile et ne pas se faire mal. Vimnechaz bishte knafav, mais s'il a été attrapé de ses deux ailes, venerbat, venitrabet begoufo, et que finalement il a chuté en tombant, parce que ses deux ailes ont été immobilisées, ont été collées, ont été piégées. Eh bien, nitrabet begoufo, finalement il va tomber, il va se faire mal. Begoufo, roshinlo, là on craint que peut-être il y a des fractures, et là c'est grave. Tetzaïn, nerbat alpne amaim, si il a chuté au-dessus de l'eau, c'est pas grave. Imshat melokomato, mimata le mala le umata maim enchoshinlo. Si il nage de tout son corps, de bas en haut, le umata maim face à l'eau, c'est-à-dire que cette chute n'est pas grave parce que l'oiseau est habilité à nager dans l'eau, comme les canards. Enchoshinlo, on n'a rien à craindre. Aval imshat mimala le mata. Mais si on le voit flotter du haut vers le bas, im hilu hamaim, et à ce moment-là, il est emporté par l'eau. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se débattre. C'est-à-dire qu'il n'a pas de mouvement de ses pattes ou de ses ailes qui l'amènent à nager au-dessus de l'eau. Donc il est entraîné par le courant. Donc c'est-à-dire il est immobilisé, il est quelque part handicapé, il est incapable, il n'est pas en capacité de se mouvoir dans l'eau. Là, c'est que certainement il y a une fracture. Chez Mamaï, même à Molichimoto, on craint bien que ce soit le courant qui l'emporte. Vimkadam le teven au cache. Chez Malchim, Al-Gabe Amaim, Arezeshat, Mechamat Atzmo, Ven Choshishim Lo. Eh bien, si, entre-temps, on aperçoit qu'il y a effectivement de la paille ou une branche ou quelque chose qui flotte, qui est au-dessus de l'eau, et que l'animal s'accroche à ça, et qu'il arrive à s'en sortir, et qu'il nage bien grâce à ça, mais de lui-même, et qu'il prend l'initiative de s'en sortir,
alors on ne craint pas. Ça veut dire qu'il a encore la capacité de se débattre. Il n'est pas dans l'incapacité de se mouvoir sur la surface de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement fracturé et handicapé. Yudzaïn maintenant. Kol makom shamarnu en choshishin là. À chaque fois qu'il a été dit dans ce pérec qu'on ne craint pas pour l'animal, pour sa cache-route, mutar lishrot miyad. Il est permis de faire la shrita immédiatement. Ve'enot tzar livdok shema yitrasek ever. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessité de faire un examen interne pour vérifier si le membre ne s'est pas concassé ou bien broyé de l'intérieur. Ve'chol makom chez Amarnu Choshishin là, et à chaque endroit où il a été mentionné, stipulé dans le Rambam, qu'on craint, il y a à craindre de la santé de l'animal, si on lui a fait la shrita, il faut faire un examen interne de tous les organes, de tout l'espace interne de l'animal, c'est-à-dire les organes, l'organisme, mikat kodarosh, depuis la cervelle, depuis le crâne, jusqu'aux hanches de l'animal, c'est-à-dire jusqu'aux pattes arrière, en fait. C'est-à-dire carrément la totalité de l'animal, de la tête à l'arrière-train. Imatsabat treifa, et si effectivement il a trouvé un élément de tréfout chez Manin ou qui ont été cités auparavant, Oshinitrasek et Vermina Evarim chez Bifnim, ou qu'ils ont été broyés, un des membres, parmi les membres qui sont à l'intérieur, Venif Sedat Surato, des membres intérieurs, et la forme de ce membre-là a été broyée, a été perdue, a été complètement dénaturée. Arezo treifa, alors il est treifa, afilun nitrasek ever mina evarim, et même si un des membres a été broyé, un seul membre parmi les autres membres, sheim netalo afilun nitrasek ever mina evarim sheim netalo kasher, et même s'il s'agit d'un membre que même s'il n'avait pas existé, l'animal eût été kasher. C'est-à-dire, c'est des membres qui sont pas essentiels à la vie de l'animal, kegon troll comme la rate, qui peut être enlevée et que l'animal vit quand même, ou clayot ou les reins, on peut vivre avec un rein sur deux. Arezu trefa, quand même, si le rein existant en plus, il a été ratatiné, il a été défoncé, l'animal, il est trefa. Chutz mibet arechem, chez mitrasek arezu muteret. Sauf la matrice, ça veut dire l'utérus, que si il a été écrasé, l'animal, pour autant, il est permis. Parce que l'utérus, il est souple. Et donc, il ne craint pas d'avoir été malmené. On ne craint pas qu'il a été désagrégé, démembré par un certain écrasement. Et donc, c'est pour ça qu'en plus, il est assez étroit. Donc, il risque pas de se détériorer à ce point. Voilà. Et les simanim, c'est-à-dire la trachée artère et l'œsophage, n'est-ce pas? S'il y a eu une chute d'un animal, la nephila, comme on en a parlé, nefoula, tombée, et ben là, il n'y a pas besoin de les examiner, parce qu'en général, la trachée artère, l'œsophage ne s'abîme pas. La chute ne les broie pas en temps normal. Yutet maintenant, nafla minagag velo amda, asur lishrotota, atchetishhe me'et lehet. Un animal qui est tombé d'un toit, et qui ne peut plus se tenir debout, il ne tient plus sur ses pattes. Asur lishrotota, on n'a pas le droit de le faire la shrita tishé jusqu'à ce qu'on la laisse comme cela, mettre les en examen, en test, pendant 24 heures. Vim shachat betorz manze, et s'il a fait la shrita durant ces 24 heures, arezu treifa, l'animal il est treifa, ou sheshochetota, harmet lehet, et lorsqu'il lui fait la shrita après 24 heures, tzrichabdika, il faut un examen, comme Moshe Biarnou, comme nous l'avons déjà expliqué. Chaf, vechen mi shedaras beraglo ala off. De même, celui qui a piétiné avec son pied sur une volaille, n'est-ce pas? Il s'agit ici d'Afka d'une volaille, et donc on ne parle pas d'une BMA, parce que peut-être qu'elle est moins fragile que cela. Oshedrasato BMA, ou bien que ce soit un animal domestique qui a piétiné la volaille, Oshetrafo la kotel, Varehu mefarkes, Mashinotometlet. De même, un oiseau c'est-à-dire qui s'est écrasé sur un mur, parce qu'il n'a pas bien vu le mur, en fait, il a volé, et il s'est cogné contre le mur violemment,
et donc il est mefarkes, c'est-à-dire qu'il est en train d'agoniser, quoi. Mash'in otomet lehet, on le laisse 24 heures pour l'examiner. Après on lui fait la shrita, au botkinoto, et on le vérifie, qui est derrière chez Biarno, comme on l'a expliqué. Alors, Chafalef, Simanim Shidin Daldelu Rubam, c'est-à-dire que tout à l'heure, nous avons dit que en temps, normalement, les simanim ne se déplacent pas, ils n'ont pas besoin de bédika, même s'il y a une chute. Mais par contre, si on voit que apparemment la chute est tellement forte que les simanim se sont déplacés, il y a eu un déplacement de simanim, majoritairement, eh bien, tréfa, l'animal est tréfa, il n'est pas cachère. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont séparés l'un de l'autre. C'est-à-dire que normalement, la trachée artère et l'œsophage sont collés l'un à l'autre. Et là, avec la chute, on voit qu'il y a eu un décollement d'un tuyau par rapport à l'autre. Les deux conduits se sont décollés l'un de l'autre, se sont désolidarisés. C'est tréfa. Et même si c'est pas à cause d'une chute. Vechen imnit kaplu. De même s'ils ont été pliés, c'est-à-dire qu'ils ont été arrachés majoritairement, et ils se sont repliés l'un sur l'autre, n'est-ce pas, sur la longueur du cou. C'est ce qu'on appelle le ikur asimanim, c'est-à-dire, oui, on avait parlé de ça tout au début, c'est-à-dire qu'on va arracher, on va tendre le cou de manière beaucoup trop forte, et le couteau enfoui par derrière, il va les arracher, les simanim. Donc là, des fois, sans utiliser le couteau, du fait que le coup a été un petit peu forcé, eh ben on voit que les simanim ils ressortent par le cou, et on voit qu'ils sont arrachés de leur place initiale, voilà. Et ainsi placé sur le cou, ça s'appelle ikur, et donc l'animal shmuta, ça veut dire il est en quelque sorte déplacé de son endroit initial, et à ce titre-là, la bête est très phare, et on ne peut pas le faire la shrita de cette manière. Donc il s'agit bien évidemment d'un dernier cas de nefula, puisque nous sommes la dernière halacha, et donc de cette manière-là, la shrita n'est pas valable. Avalimit parek rov tarbat saveshet minalechi, mais si la majorité du tarbat saveshet, on avait expliqué que c'était le larynx, c'est-à-dire le haut de l'œsophage, d'accord, le larynx, pharynx, minalechi, par rapport à la joue, c'est-à-dire à l'endroit de la joue, au niveau de la joue, c'est-à-dire tout en haut de l'appareil digestif, n'est-ce pas? Arezo muteret, la bête est permise. Pourquoi? Tarbat aveshet n'est pas aussi grave que le veshet lui-même. Voilà. She'en atarbatz raoui lishrita, puisque de toute façon, le tarbatz aveshet, c'est-à-dire le pharynx, n'est pas un endroit valable pour la shrita, puisque on avait défini que justement, au niveau du pharynx, la shrita n'est pas kshera. On est bien au-dessus de la zone où la shrita doit s'exécuter. Et donc, à ce titre-là, eh bien, il n'y a pas besoin de parler de tréfout à ce moment-là, puisque ça n'impacte pas l'œsophage. Kemoshe Be'arnou, comme on l'a déjà expliqué, donc en vous souhaitant un grand Shabbat Shalom à tous, et on se retrouvera Motzei Shabbat pour le shiur de Shabbat que je vous enverrai à ce moment-là. Merci beaucoup, Shabbat Shalom à tous.